Comment les bénéficiaires du projet de transfert monétaire lancé en janvier dernier par le chef de l'État ont-ils été choisis? Les résultats de l'enquête préalable réalisée avant la mise en œuvre de ce projet ont été présentés aujourd'hui aux partenaires. Fin de mission pour la délégation de la Banque mondiale venue procéder à l'évaluation à mi-parcours du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. À l'heure du bilan, les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction par rapport aux résultats enregistrés, estimant toutefois que des efforts restent à faire. Les maladies cardiovasculaires, un fléau à combattre par la prévention à travers la sensibilisation et le dépistage, une tâche à laquelle s'est appelé le programme national mis en place à cet effet et qui anime dès demain des journées sur la maladie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le 14 janvier dernier, le président de la République a procédé au lancement officiel d'un important projet dénommé transfert monétaire. C'est un projet de filet social de sécurité qui vise à réduire l'extrême pauvreté et la malnutrition dans certaines régions du Togo où le phénomène est le plus accentué. Pour son démarrage, 5 préfectures des régions de la Kara et des Savanes ont été ciblées. Les bénéficiaires sont les femmes enceintes et les enfants d'un certain âge. Pour déterminer les régions et repérer les bénéficiaires, il a fallu réaliser une enquête de base dont les résultats ont été présentés aujourd'hui lors d'une réunion à laquelle ont participé des représentants des institutions partenaires sur le projet, à savoir la Banque mondiale et l'UNICEF. Reportage Inès Kéridine, Antoinette Romao-Vovo. Le Togo s'est doté d'une stratégie de protection sociale pour réduire la vulnérabilité et l'extrême pauvreté des populations. Le 14 janvier dernier, le président de la République a lui-même lancé le projet transfert monétaire, un projet qui contribue à prévenir la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes d'au moins 3 mois. Les résultats de l'enquête de base menée avant le démarrage du dit projet sont ici présentés par l'Institut de recherche sur le développement IRD. Un groupe de villages qui reçoivent ce transfert, un groupe de villages qui ne le reçoivent pas et qui ont été tirés au sort pour vérifier cet impact des transferts. Et on va effectivement mesurer après 2 ans d'intervention quels auront été les effets de ce transfert, donc de cette distribution d'argent sur spécifiquement l'état nutritionnel. Le projet transfert monétaire, un projet de filet social de sécurité financé par la Banque mondiale, constituera à remettre 5 000 francs CFA par mois aux ménages ciblés. Nous voulons tester l'effet des transferts monétaires sur l'état nutritionnel des enfants. Ça nous permet de savoir quelle est la situation avant le démarrage des transferts sur le terrain. Et ça va nous permettre de savoir qu'est-ce que les transferts ont apporté comme effet sur les bénéficiaires. Le projet prend en compte 5 préfectures, Dangpen, Djoufelgou, Kéran, Pendial et Oti, de 2 régions, Kara et Savane. Cette étude sera répétée afin d'en déduire les impacts pour étendre l'initiative à d'autres régions. Mention assez bien pour la mise en œuvre de la phase pilote du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. C'est la note que donne la délégation de la Banque mondiale venue procéder à l'évaluation à mi-parcours du travail effectué par le comité de pilotage du dit projet, même si, au dire des membres de la mission, des efforts restent encore à faire dans certains domaines. 10 jours de visite de terrain ponctués de multiples réunions d'échange avec les divers acteurs du projet ont en effet permis à la délégation de se faire une opinion. Elle a fait la restitution des résultats de son séjour ce matin au cours d'une rencontre présidée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, M. André Johnson. Compte rendu, route à Toon, Charlotte Onsime. Le projet gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT revu à mi-parcours. Ici, autorités, partenaires, spécialistes environnementaux et forestiers procèdent à une évaluation après plus de 2 ans de mise en œuvre du projet. Celui-ci sera prolongé de 12 mois vu les bons résultats enregistrés, mais qui nécessitent l'introduction de nouvelles donnes. Il y a d'autres activités qui restent encore à être réalisées, en plus des activités communautaires, et notamment en matière de gestion des aires protégées, des forêts classées,
et la gestion aussi durable des bassins versants. En ce qui concerne le système d'alerte précoce, nous pensons que tous les éléments se présentent à l'heure actuelle pour lui permettre d'être opérationnel. Les grandes recommandations, c'est tout d'abord l'engagement de l'ensemble des acteurs qui sont autour. Et il faut que ces acteurs, par exemple au niveau du système d'alerte précoce, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le PGICT est une réponse aux inondations récurrentes, à la sauvegarde de l'environnement et au bien-être des communautés. Pour le pérenniser, 66 nouveaux projets ont été élaborés et devront être exécutés sous peu. La coordination est désormais assurée par le Dr Humpé de la Banque mondiale. Et toujours en rapport avec l'environnement, les catastrophes et les terres, l'on a célébré la semaine dernière la journée mondiale des zones humides. Il s'agissait d'attirer l'attention de l'opinion sur la nécessité de préserver ces espaces à travers une utilisation rationnelle des ressources dont elles regorgent. Une convention a même été signée dans ce sens. Au Togo, c'est sur les bords du lac Nangbeto que l'événement a eu lieu. Yves Agbevivi. Nous sommes sur le barrage de Nangbeto dans la préfecture de Logou. Un barrage d'importance nationale et internationale et qui subit aujourd'hui de fortes pressions anthropiques, tout comme l'ensemble des zones humides qui couvrent 2210 km² au Togo. De fortes pressions qui, depuis l'année 1900, ont détruit 64% des zones humides de par le monde, une situation qui a poussé les États à signer la Convention sur les zones humides d'importance internationale. Une convention célébrée chaque 2 février et la célébration de cette année a été lancée à Nangbeto en présence des populations et des acteurs de l'environnement. Aujourd'hui, l'homme considère les zones humides comme des ressources à exploiter à n'importe quelle fin. Or, en posant ces actes, ça constitue vraiment des actes dangereux à l'endroit de cet écosystème. Quel comportement nous devons adopter? Des comportements de lutte contre la pollution, au lieu de jeter les ordures, au lieu de les déchets dans les zones humides. Nous devons nous mobiliser pour éviter de polluer les zones humides. Selon le ministère de l'Environnement, les menaces que subissent les zones humides qui couvrent 4% de la superficie nationale prennent de l'ampleur autour des sites industriels dont 90% sont concentrés dans la région maritime et à Lomé en particulier. Plusieurs activités sportives ont marqué la célébration et des prix ont été décernés aux meilleurs. On annonce de belles perspectives pour l'économie togolaise pour les 5 prochaines années avec des investissements publics dans plusieurs domaines. Pour 2015, les prévisions indiquent un taux de croissance de 6,5%, 6 en 2014. Mais d'après les experts, la courbe pourrait poursuivre son ascendance grâce aux différentes politiques de réforme mises en œuvre par le gouvernement et qui attirent les investisseurs. Prudence Issou nous situe sur la question dans le document que voici. Malgré les conjonctures économiques difficiles de ces dernières années, l'Afrique subsaharienne enregistre de bonnes notes et reste la deuxième zone de forte croissance après les pays émergents de l'Asie. Le Togo n'est pas en marge de cette dynamique et son taux de croissance tourne autour de 6,5%. Cette performance est le fruit des réformes économiques importantes entreprises ainsi que la construction de nouvelles infrastructures de développement. La cerise sur le gâteau, c'est la fusion des services des douanes et des impôts en un seul office pour maximiser les recettes internes de l'État. D'ici 5 ans, certainement que si toutes les conditions seront réunies, l'OTER pourra doubler les recettes au niveau des ressources internes togolaises. En ce qui concerne le conteneur terminal, c'est un PPP, un programme partenariat public-privé, qui a permis au Togo d'avoir un port à eau profonde. Et donc, c'est des investissements publics-privés qui vont rassurer beaucoup de partenaires, notamment les partenaires du secteur privé et étrangers qui vont plus faire confiance à l'économie togolaise. Le Togo a donc la possibilité de mieux faire avec une participation active du secteur privé grâce à l'implantation de nouvelles banques et industries. Le secteur agricole donnera aussi de bonnes performances. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, fait également ses preuves. Plus de 300 000 bénéficiaires déjà pour son premier produit l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers. D'autres produits sont annoncés au profit des jeunes et des paysans.
Tous ces indicateurs placent le Togo sur une bonne voie et participent à la réduction significative de la pauvreté dans le pays. Toutes les initiatives qui sont prises dans le sens de réduire la pauvreté sont louables. Le FNFI permet d'accorder des microcrédits à des couches démunies pour pouvoir se lancer dans les activités génératives de revenus. C'est une bonne chose. Mais je pense qu'il serait important de pouvoir évaluer les impacts socio-économiques afin de pouvoir rassurer aussi bien le gouvernement que tous ceux qui accompagnent ce processus pour qu'ils puissent être plus engagés. Et nous pensons que les nouveaux produits qui vont arriver permettront également aux couches qui vont en bénéficier de pouvoir peut-être sortir de l'état de pauvreté. Le Togo a besoin aujourd'hui de maintenir le cap de la croissance en accordant plus d'importance au secteur qui attire plus d'investisseurs. Et si tous les indicateurs tels qu'ils sont, si les investissements continuent dans ce sens, nous pensons qu'au bout de 5 ans à venir, les indicateurs seront mieux. On pourra porter le taux de croissance à 7-8%. Il faut quand même maintenir les investissements publics. Ensuite, porter un regard plus important sur les secteurs sociaux. C'est vraiment important, la santé et l'éducation. C'est des éléments qui peuvent participer de manière significative à la croissance. Le sérieux qu'affiche aujourd'hui le Togo, aussi bien dans l'assainissement des finances publiques que dans la lutte contre la corruption, ainsi que la mise en œuvre de projets innovants pour tirer l'économie vers une prospérité soutenue, est une démarche à maintenir pour permettre au pays d'amorcer de façon incontournable le chemin de l'émergence. Et quand les indicateurs économiques passent au vert, ils demeurent, le cadre de vie s'en ressent. La preuve, ces innombrables chantiers de développement en cours dans le pays. Infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, le tout accompagné d'une politique d'infrastructure énergétique. 8 milliards de francs CFA seront consacrés cette année à l'expansion du réseau électrique pour atteindre un taux de couverture de 40% d'ici la fin de cette année. Précision, Aimé Abalo. Premier coup de pioche du chef de l'État sur le tronçon Palémé à Tapamé le 20 janvier dernier. Dans 16 mois, ce trajet défectueux ne sera qu'un lointain souvenir. Les travaux de réhabilitation vont coûter plus de 40 milliards de francs CFA sur contribution du gouvernement togolais, de la Banque islamique de développement et du Fonds saoudien. D'autres projets routiers sont également en vue quasi simultanément. Les tronçons Nochetong, Tabligbo Aneho, Sokode Bassar, Dapaon Borgou Mandouri, Kachamba Sadori. 2 ponts seront construits grâce à la coopération japonaise pour environ 20 milliards de francs CFA, l'un sur la rivière Kara et l'autre sur le fleuve Kumongu. Au même moment, se poursuivent les travaux de rénovation à Lomé, la capitale, sur notamment l'avenue de la Victoire, l'avenue Augustino de Souza et le boulevard des Armées. Près de 138 milliards de francs CFA sont prévus cette année par l'État pour les secteurs des travaux publics et des transports, ce qui englobe également la seconde phase de modernisation de l'aéroport de Lomé, en complément à l'aérogare construite à hauteur de 80 milliards. Le domaine ferroviaire connaîtra aussi des innovations grâce à un vaste projet d'interconnexion régionale conduit par le groupe Bolloré. Mais l'investissement qui suscite le plus gros espoir en termes d'emploi et la convoitise des opérateurs économiques, c'est non seulement la mise en service d'un 3e quai de 4500 mètres de profondeur, mais surtout le nouveau terminal à conteneurs qui va générer un boom économique et industriel avec un besoin de plus en plus accru en énergie. Et pour y faire face, la politique énergétique du pays se veut ambitieuse dans sa vision. Atteindre un taux d'accès de 40% cette année grâce à des investissements de l'ordre de 8 milliards de francs CFA, diversifier les sources de production d'électricité et promouvoir les énergies renouvelables. Déjà, au niveau de l'éclairage public, les nouvelles routes sont systématiquement électrifiées et une redevance symbolique d'1 franc par kilowattheure est instaurée sur les factures d'électricité pour aider les collectivités à poursuivre la politique d'extension du réseau électrique engagée par l'État. Voici un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante relatif à l'affectation des opérateurs de saisie dans la zone 3 de révision des listes électorales. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance des opérateurs de saisie que la liste des affectations pour la zone 3 peut être consultée à compter de ce jour sur le site internet de la CENI, www.ceni-tg.org. Les intéressés sont impérativement attendus le dimanche 15 février 2015 à 7 h au siège de la CELI d'affectation munie de leur pièce d'identité en cours de validité.
Les absents seront considérés comme démissionnaires. La zone 3 se compose des CELI de Tchaoudjo, Assoli, Dangpen, Bassar, Bina, Koza, Doufelgou, Kéran, Outi, Tanjouare, Toun, Sinkase et Bendial. Fait à Lomé le 9 février 2015, le président Tafa Tabio. Le programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires poursuit son laborieux combat contre le fléau à travers diverses stratégies. Il anime dès demain une série de manifestations, dont des séances de dépistage et des rencontres de sensibilisation et d'information. En prélude à cet événement, les responsables du programme ont tenu un point de presse ce matin pour appeler les médias à s'impliquer dans la lutte en répercutant les informations en direction du public. Compte rendu Sonia Menikbo et Isidore Koubatine. Avec un taux de prévalence de 57%, les maladies cardiovasculaires constituent une calamité pour les populations, ce qui interpelle l'attention collective sur la nécessité d'élaborer des politiques nationales et des stratégies de lutte. Puis, fait face, l'État a mis en place le programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires ayant pour mission de sensibiliser les populations sur les risques de ces maladies. Cette conférence lance les activités de la deuxième journée nationale de lutte contre ces maladies. C'est une activité qui a du ressort du programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, qui est un programme du grand programme des maladies non transmissibles. Et les objectifs, c'est d'apporter l'information sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et surtout amener la population, aider la population à connaître ces chiffres tensionnels. Au Togo, 13% des décès sont dus aux maladies cardiovasculaires, d'où la nécessité pour chacun de connaître son statut sérologique. Les activités de cette deuxième journée débutent avec un dépistage gratuit au grand marché de Idjanaoui et prendront fin le samedi 14 février prochain avec une course populaire. Qui dit maladie cardiovasculaire dit hypertension artérielle. C'est l'une des principales causes de mortalité aujourd'hui dans le monde et en Afrique en particulier. Plusieurs milliers de personnes en meurent chaque année et d'autres en sont handicapées. Comme nous le faisons régulièrement à la télévision togolaise, voici en rappel quelques informations sur les causes de cette maladie dite non guérissable et les règles à observer pour la prévenir dans ce dossier préparé et présenté par Apollinaire Kadanga. Selon les statistiques de l'OMS, environ 16 millions de personnes au monde meurent chaque année de l'hypertension artérielle. Appelée aussi tueuse silencieuse, l'hypertension fait des victimes plus de 5 fois que le sida, plus de 9 fois que la tuberculose et 16 fois plus que le paludisme. Au Togo, 20 à 30% de la population est hypertendue, soit un adulte sur 3, et ceci pour diverses causes. On parle de facteurs de risque. Facteurs de risque, c'est les facteurs qui vont entraîner ces maladies. Il y a deux types de facteurs de risque. Les facteurs de risque non modifiables, l'âge, le sexe, la race et l'hérédité. L'âge, on sait que quand on avance en âge, on a plus de malchance de faire des maladies cardiovasculaires parce qu'il y a des changements, des remaniements au niveau du cœur et des tuyaux, des canalisations. Donc voilà pour ce qui est de l'âge. Pour ce qui est du sexe, le sexe féminin est protégé avant la ménopause à cause des hormones. Mais au-delà de la ménopause, les risques sont les mêmes. Au-delà de 50 ans, 60 ans, le risque est le même entre les deux sexes. La race, les noirs sont plus exposés. Pas parce qu'ils sont noirs, mais il y a également, en dehors des chromosomes, les gènes, il y a l'environnement qui entoure les noirs et qui fait que les noirs ont beaucoup plus d'hypertension. Et enfin, nous avons dit l'hérédité. Il y a des familles à hypertension. Les facteurs de risque modifiables, c'est l'obésité. En dehors de ça, il y a les mauvaises huiles qui circulent. Le mauvais cholestérol qui est vendu partout. La prise en charge de l'hypertension se fait à vie, d'où la nécessité de la prévenir à temps. D'abord, l'alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, on a dit, il faut manger moins salé, moins sucré et moins gras. Moins salé, vous voyez, on a besoin que d'un peu de sel. Moins de 6 grammes par jour. Moins sucré, tout ce qui est doux dans la bouche, c'est dangereux, il faut le savoir, il ne faut pas en abuser.
et moins gras, il faut choisir ces huiles. Les huiles animales sont plus dangereuses que les huiles végétales en gros. Des activités sportives régulières et adaptées sont également conseillées, de même que des dépistages fréquents pour éviter toute surprise désagréable. Plusieurs milliers de fidèles de l'église catholique de la région des Savanes et d'ailleurs ont effectué samedi dernier un pèlerinage à Dalouak. C'est un quartier situé au sud de la ville de Dapaon. Un rendez-vous de piété pour se mettre en communion avec le Dieu créateur. Le pèlerinage de cette année avait une saveur particulière pour les fidèles car il coïncide avec le jubilé d'or du diocèse de Dapaon érigé en 1965. Désiré Aloye. Dalouak, sanctuaire Notre-Dame des Sources, site de pèlerinage du diocèse de Dapaon. Les fidèles chrétiens à l'unisson ont demandé à la Sainte Maria Goretti, patronne du diocèse, d'intercéder auprès du Père Tout-Puissant pour la rémission des péchés. Une messe pontificale dirigée par Jacques Agnolunda, évêque de Dapaon. L'évêque a convié les fidèles pèlerins à une vie pieuse pour être en phase avec Dieu. Ce rendez-vous solennel cadre avec les 50 ans de vie du diocèse de Dapaon. Comme catéchistes, comme prêtres, comme sœurs, comme frères, que chacun aille dans le champ du Seigneur et que les fidèles laïcs soient affermés dans la justice, la vérité, la paix, les jeunes surtout, pour témoigner de la paix du Christ. Dalouak constitue ainsi un nouveau départ pour les fidèles chrétiens qui veulent sans hypocrisie donner une dimension divine à leur vie dans la paix et la miséricorde du Dieu créateur. Je bénis le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Je suis très contente et je rends grâce. J'ai prié pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et je sais que ces personnes qui ne sont pas venues en bénéficieront autant que moi. Je viens de la région de la Kara et c'est ma première fois de venir à ce pèlerinage. Ma visite ici est un signe de la bénédiction divine pour moi et pour tous les pèlerins ici. Encore 365 jours et les 18 paroisses de la région des Savanes se retrouveront ici sur le site sanctuaire Notre-Dame des Sources de Dalouak pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. L'érection canonique du diocèse de Dapaon est une grâce à jamais et interpelle le monde des vivants à cultiver au quotidien la paix dans les cœurs. Les filles et fils du diocèse de Dapaon, eux, ont choisi de vivre désormais dans la lumière du Christ et de porter cette lumière à leurs frères qui ne l'ont pas encore reçue pour une vie réussie dans la paix, la vérité et la justice du Créateur. C'était la folie ce lundi dans les rues d'Abidjan. Des millions de personnes ont envahi les artères de la capitale économique ivoirienne depuis l'aéroport pour célébrer leurs héros, les éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont adjugés le titre de champion d'Afrique hier en battant les Black Stars du Ghana par tir au but. Écoutons quelques réactions des supporters. Nous leur avons demandé un peu quels sont leurs sentiments après cette deuxième victoire des éléphants. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Nous sommes très contentes. Parce que bon, hier, ils sont donnés à fond. Nous sommes très fiers d'eux. Depuis 1992, on espérait cette coupe-là. Cette année, c'est pour nous. Je suis là depuis 5 h du matin. Je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier que mes compatriotes ont emmené la coupe. La coupe vient de loin. Imaginez-vous. C'est toute la Côte d'Ivoire qui attendait ce second trophée depuis 23 ans. On a joué samedi la finale de la Coupe des 10 ans d'anniversaire, de l'anniversaire des 10 ans du décès du président Gnassingbé Eyadema. Et c'est la zone 6 qui l'a emporté sur le canton d'Awandjelo. Les images de cette finale avec Nestor Mouzou. La finale de la Coupe du 10e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, Gnassingbé Eyadema, dans la Kouza, a été jouée entre l'équipe du canton d'Awandjelo en rouge et celle de la zone 6 de la commune de Kara en maillot vert. Au tour préliminaire, les 15 cantons de la préfecture ont joué entre eux et les 12 zones de la commune entre elles. Pour la finale dans les cantons, Awandjelo a battu Tichao au tir au but, 6 contre 5, tandis que du côté des zones, la zone 6 a dicté sa loi à la zone 7 sur le score de 1-0. Le tournoi a été organisé par les députés de la Kouza. Nous avons organisé ce tournoi dans le cadre des manifestations du 10e anniversaire du décès du Père de la Nation.
Notre objectif, c'est de contribuer par ce mouvement d'ensemble à mobiliser les citoyens, nos militants, tous les habitants de la préfecture de la Koza pour participer massivement au recensement ou à la révision des listes qui commence très bientôt dans notre circonscription. Le tournoi a été une réussite parce que depuis dans les cantons, il y avait un engouement total. Les équipes avaient leurs supporters à qui nous avons eu l'opportunité de placer un mot et nous estimons que ça a été une réussite. Pour la grande finale entre Awendjelo et la zone 6 de Kara, aucun but n'a été marqué dans le temps réglementaire. Les arbitres ont dû faire recours au tir au but pour départager les équipes. À cette épreuve, l'équipe de la zone 6 a été la chanceuse. Les Verts ont réussi 3 tirs contre 1 au rouge d'Awendjelo. Chacune des 15 équipes des cantons de la Koza et des 12 équipes des zones de la commune de Kara a obtenu un jeu de maillot et au moins un ballon. La finaliste malheureuse a en plus de son lot reçu une enveloppe de 30 000 francs. L'équipe de la zone 6 qui remporte le tournoi est repartie avec en dehors de son lot 50 000 francs CFA et un trophée. Je reprends pour finir ce communiqué de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance des opérateurs de saisie que la liste des affectations pour la zone 3 peut être consultée à compter de ce jour sur le site internet de la CENI, www.ceni-pg.org. Les intéressés sont impérativement attendus le dimanche 15 février 2015 à 7h au siège de la CELI d'affectation munis de leurs pièces d'identité en cours de validité. Les absents seront considérés comme démissionnaires. La zone 3 se compose des CELI de Tchaoudjo, Assoli, Dangpen, Bassar, Bina, Koza, Doufelgou, Kéran, Outi, Tanjouaré, Tone, Saint-Cassé et Pendjal, fait à Lomé le 9 février 2015, le président Tafa Tabiou. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Isidore Koubatine pour notre dernière édition du jour. Au revoir.